et sciences, au cours de laquelle on mange des frites, après avoir parlé de sciences. Donc on va d'abord parler un peu de sciences, avec notre invité du jour, le docteur Vinciane Debaille. Vinciane est géologue à l'Université libre de Bruxelles et elle s'intéresse entre autres aux météorites. Alors les météorites, vous en avez une belle collection, j'imagine. Alors oui, mais on n'en a jamais assez quand même. Donc en fait, aujourd'hui, il y a environ 60 000 météorites répertoriées dans tous les musées du monde. Mais il faut savoir que malheureusement, on a certains types de météorites qui sont très représentés et évidemment, certains types de météorites les plus rares qui sont très sous-représentés. Donc évidemment, je vais parler par exemple des météorites de Mars, c'est 1 sur 1000 seulement, ou d'autres types de météorites beaucoup plus rares. Donc c'est pour ça que même si on en a beaucoup, on continue toujours à en chercher pour essayer d'avoir de plus en plus de météorites rares. Alors, pour être très concret, une météorite, c'est quoi exactement? Alors c'est un caillou de l'espace, c'est donc une roche, comme on en trouve sur Terre, et la seule différence, c'est qu'elle vient de l'espace et qu'elle a traversé l'atmosphère terrestre. Et donc ça va lui donner un petit aspect brûlé, de gâteau brûlé en extérieur, c'est comme ça qu'on les reconnaît, on a vraiment une croûte de fusion, comme on va dire. Et c'est grâce à ça qu'on les reconnaît d'abord visuellement et qu'on peut les différencier d'une roche terrestre. D'accord. Vous disiez il y a un instant que les météorites martiennes sont très rares, 1 sur 1000, mais quelles sont les plus fréquentes? Alors d'où viennent-elles? Alors les plus fréquentes, on va les appeler des conduites ordinaires, parce que ordinaires, en effet, elles sont très fréquentes, donc environ 87 à 90% des météorites sont des conduites ordinaires. Toutes les météorites viennent de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, sauf 2 exceptions, celles qui viennent de Mars et de la Lune. Sinon, toutes les autres météorites viennent de la ceinture d'astéroïdes. Comment se dit que ces météorites tombent sur la Terre ou finalement arrivent jusqu'au chez nous? Alors en fait, les astéroïdes, au départ, ont des orbites plus ou moins circulaires, voire plus ou moins elliptiques autour du Soleil. Et certaines de ces orbites prennent leur source dans la ceinture d'astéroïdes, mais en fait vont être très elliptiques et vont croiser l'orbite terrestre. Et si la Terre se trouve au bon endroit au bon moment et que l'astéroïde est au bon endroit au bon moment, eh bien en fait l'astéroïde va tomber, va être attiré gravitationnellement par la Terre, il va rentrer dans l'atmosphère terrestre, on va le retrouver à la surface de la Terre. Si je comprends bien, les météorites tombent n'importe où sur Terre et n'importe où dans les mers, en fait, oui. Potentiellement. Alors, comment les chassons, en quelque sorte? Il ne suffit pas de se blesser pour les ramasser, c'est pas aussi fréquent que ça. Comment faites-vous pour récolter des météorites? Alors, en effet, on va perdre 2 tiers des météorites dans les océans, mais malgré tout, on estime qu'on a environ 47 000 tonnes de matériel extraterrestre qui tombe sur Terre par an. 40 000 tonnes de micrométéorites, ça représente à peu près 100 tonnes par jour. Alors, une micrométéorite, c'est une poussière de l'espace. Et 7000 tonnes de météorites par an, donc là vraiment un bloc rocheux. Alors les micrométéorites, c'est facile et pas facile parce qu'on en a partout. C'est des petites poussières, on en a dans nos cheveux, on en a dans nos maisons, mais il y a beaucoup d'autres poussières avec. Donc en fait, on va avoir beaucoup de mal à les retrouver. Les météorites, là, évidemment, c'est plus simple, on a un gros caillou, donc ça généralement on les voit mieux, mais on n'a pas tant que ça finalement. Et donc on va essayer d'aller dans des endroits où on les voit bien. Et ça, c'est des déserts, parce que dans un désert, il ne se passe pas grand-chose, on a des surfaces très vides, et donc on va avoir des déserts chauds et des déserts froids. Vide et assez uni en termes de couleur pour retrouver, oui. Donc il vaut mieux un désert très clair pour voir ces cailloux finalement noirs. Oui, et alors on peut avoir des déserts avec de gros blocs rocheux, donc ça c'est compliqué aussi. L'Antarctique, c'est de la glace, beaucoup de glace, donc là aussi ça va être très facile de les voir, ça va être vraiment un point noir sur de la glace blanche. Donc même si on peut en trouver partout, on va vraiment privilégier ces endroits où elles sont faciles à retrouver. En fait. Et donc vous allez facilement en Antarctique ramasser tout aussi facilement des météorites. Là, il suffit de se laisser en quelque sorte. En fait, oui, alors là, ça c'est vraiment l'avantage de l'Antarctique, c'est qu'on a des glaciers. Donc ça c'est la définition de l'Antarctique aujourd'hui. Et donc, en fait, les météorites vont tomber dans la glace, vont être incorporées dans la glace et vont voyager avec la glace. Mais l'Antarctique, c'est aussi un continent de roches. Et quand la glace va rencontrer une montagne, là, elle ne va pas avoir le choix, elle va buter et la glace va remonter. Et en remontant, en fait, elle va libérer toutes les météorites qui voyageaient dans la glace.
Et donc ça, c'est vraiment l'intérêt de l'Antarctique. Alors oui, on les voit bien, évidemment, mais c'est surtout que les glaciers vont concentrer les météorites à certains endroits. Et là, on en trouve plein, c'est vraiment une chasse aux œufs, là, c'est pas... Oui, donc c'est vraiment un champ de météorites, là, finalement. Il y a cette concentration de météorites par rapport à la glace qui remonte le long. Oui, tout à fait. Et alors, parfois, la nature est bien faite, c'est que cette glace qui remonte, elle va prendre une couleur très bleue. Donc en fait, comme elle a été compactée, il n'y a plus de petites bulles de gaz, donc ça lui donne une couleur bleue. Et donc, en image satellite, on va voir ces champs de glace bleue. En fait. Donc ça, c'est facile à reconnaître. Et donc, en allant en Antarctique, dans ces champs de glace bleue, on sait généralement qu'on va trouver beaucoup de météorites. Parlez-nous d'une de vos dernières campagnes de récolte de météorites en Antarctique. Ça se passe comment? Vous partez une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois? Vous êtes combien de temps sur la glace bleue à ramasser les météorites? Alors ça dépend parce que l'Antarctique ça reste compliqué hein, d'un point de vue logistique, donc on part en été antarctique, donc on part entre décembre et janvier. C'est là qu'il fait le meilleur, donc il fait entre moins 10 et moins 30, donc c'est pas mal. Et donc généralement on arrive à une base en dur, hein, donc ça peut être la station de Princesse Elisabeth qui est la base belge en Antarctique, ça peut être la station américaine de McMurdo de l'autre côté du continent. Et de là, on va partir en expédition dans les îles. On va rester sur la glace entre 1 mois à 2 mois. Et on va camper. Alors ça peut être vraiment des tentes ou ça peut être des containers, ça dépend un petit peu. Et là, tous les jours où il fait beau, on va chercher des météorites sur la glace. Et donc là, c'est vraiment basique, hein, c'est pas très sexy, comme on l'a dit. C'est la chasse aux œufs. Donc on avance en petite motoneige. Et on regarde à gauche, à droite, à gauche, à droite, et puis hop, un petit point noir, et c'est une météorite. Vous les récoltez, ça se passe comment? C'est mis dans des boîtes hermétiques avant d'être expédié vers l'Europe ou la Belgique ou ailleurs pour être expédié? Alors il faut savoir qu'on va trouver des composés organiques dans les météorites, donc pas de vie, hein, il n'y a pas de vie extraterrestre, mais on va trouver dedans des briques de Lego du vivant. Et donc ça signifie qu'on essaye vraiment d'éviter de les toucher, parce que si moi je ne m'écrase pas dessus, je vais les contaminer, je vais leur apporter ma propre matière organique. Donc on évite de les toucher pour pouvoir permettre à ces analyses de se faire. On les met dans des sachets plastiques dont on connaît bien la composition justement pour les composés organiques, et on les garde congelés. Ça c'est vraiment important parce qu'on veut vraiment éviter qu'il y ait de l'eau liquide qui coule dans les météorites. Donc on les ramène au laboratoire et là on les dégèle sous vide. Parce que le vide en fait ça va permettre de transformer la glace directement en vapeur d'eau, donc on n'aura pas d'eau liquide qui va toucher la météorite. Et à partir de là on les garde dans des conditions protégées, dans une salle avec une température constante, une humidité constante. Elles sont un peu fragiles, hein, les météorites, parce qu'elles contiennent du métal. Et le métal, l'atmosphère terrestre, on l'a fini. Et donc, on se rend compte qu'il faut éviter les chocs de température, les chocs d'humidité. Donc, on les garde le plus possible dans des conditions constantes. Alors, vous êtes géologue. Qu'est-ce que ces météorites vous disent? Qu'est-ce que ces cailloux vous racontent comme histoire? Alors, on va distinguer 2 grandes familles de météorites. Les météorites qui sont primitives et celles qui ne sont pas primitives. Les météorites qui sont primitives, elles vont contenir tous les petits grains, les grains de poussière du début du système solaire. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir comprendre la formation du système solaire. Et puis à un certain moment, quand les astéroïdes vont se former, ils vont devenir de plus en plus gros et ils vont fondre. Et là, en fait, ça va être exactement l'inverse. On va avoir des volcans et la formation, l'évolution des planètes. Et un événement qui est inexorable dans ce cas-là, c'est que le métal contenu dans les météorites va plonger au centre de l'astéroïde et former un noyau métallique. C'est ce que l'on a sur Terre aujourd'hui, qui fait notre champ magnétique. Mais donc ça, c'est vraiment une destinée inexorable des planètes, c'est de former un noyau magnétique, métallique et magnétique, et un manteau formé de silicate. Et grâce aux météorites qui sont non primitives, cette fois-ci, on va pouvoir dater et essayer de comprendre comment on forme les planètes, comment la Terre s'est formée. Quand vous dites les planètes, c'est principalement Mars, si j'ai bien compris. Alors on va voir la Lune, alors qui n'est pas une planète au sens strict, mais qui est malgré tout un gros corps rocheux, donc qui a aussi subi cet effet de différenciation. On va différencier un noyau et un manteau.
Mais on a des astéroïdes qui ont suivi le même sort. Donc, par exemple, dans la ceinture d'astéroïdes, on a l'astéroïde Vesta. Il fait environ 500 km de diamètre, ce n'est pas une planète, mais c'est un gros caillou et il a un noyau métallique en effet. Donc c'est vraiment un phénomène que l'on va observer sur tous les gros astéroïdes et donc a fortiori sur les planètes. Mais en effet, en termes de planètes, on est limité à Mars et la Terre et la Lune avec des guillemets. Alors comment est-ce que ces météorites sont éjectés? En fait, ce sont des impacts de météorites sur la Lune qui éjectent... Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment cette idée que des météorites arrivent aussi à la surface de Mars et, un peu comme au billard, vont éjecter en fait d'autres blocs rocheux. C'est une hypothèse qui a mis du temps à être acceptée. Dans les années 80, on avait ces météorites martiennes qui étaient beaucoup plus jeunes que les autres météorites. Et donc, très rapidement, on s'est dit que Mars était la seule option pour la source de ces météorites. Mais voilà, cet effet billard, c'est un peu comme gagner au loto, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et donc, ça a été vraiment des analyses, des petites bulles de gaz prisonnières de ces météorites qui nous ont montré qu'elles avaient la même composition que l'atmosphère martienne. Et donc ça a vraiment un peu mis le point final à cette question. Elles viennent de Mars. Et pour venir de Mars, il n'y a pas 36 choix. En effet, l'idée, c'est vraiment d'être éjecté par un impact. Les météorites, donc, c'est des planètes rocheuses, si j'ose dire, fondamentalement. Les exemples que vous nous donnez, la Lune, c'est tout près de la Terre, 300-400 km. Mars, c'est beaucoup plus loin, plus d'une centaine de millions de kilomètres dans le monde du cas. La ceinture d'astéroïdes, c'est encore au-delà de l'orbite de Mars. Par contre, il y a d'autres planètes rocheuses encore dans le système solaire. Je suppose que Vénus, Mercure sont aussi des planètes rocheuses. Est-ce qu'il y a des météorites qui viennent de Mercure ou de Vénus? Alors, la réponse est pour l'instant non. Et la raison est malheureusement physique. C'est que pour pouvoir éjecter une météorite d'une atmosphère de planète, il faut que non seulement la météorite survive à son entrée dans l'atmosphère de la planète, et le morceau éjecté doit aussi survivre à son éjection. Or, quand on regarde l'atmosphère de Vénus, elle est démentielle. C'est une atmosphère très dense, très chaude, et donc en fait, ça va être très compliqué d'avoir une météorite qui survit à son arrivée sur Vénus, et encore plus compliqué d'avoir une météorite qui survit à son éjection. Mercure, c'est plus simple, c'est plus petit. Mais le problème, c'est que Mercure est très proche du Soleil. Donc ça veut dire que quand une météorite arrive sur Mercure et éjecte un morceau de Mercure, il va avoir tendance à aller vers le Soleil plutôt que vers l'extérieur. Oui, c'est ça, d'accord. Une fois que vous avez récolté ces météorites, qu'elles sont arrivées dans votre laboratoire, que vous les avez étudiées, qu'est-ce qu'elles deviennent ces météorites? Jetez des petits cailloux dans votre jardin, c'est recyclé autrement, c'est gardé dans des collections scientifiques? Oui, alors gardé dans des collections scientifiques, mais également dans des collections privées. Donc en fait, beaucoup de météorites sont considérés comme des objets d'art et peuvent être achetés par des collectionneurs qui ont cette passion. Et donc aujourd'hui, beaucoup de météorites sont dans des collections privées, mais pour avoir une existence légale et scientifique, il y a toujours un petit morceau qui est gardé dans un musée. L'avantage des météorites antarctiques, c'est qu'elles sont protégées par le traité antarctique, donc on ne peut pas en faire commerce. Donc elles sont gardées dans des musées et elles sont disponibles gratuitement pour la communauté scientifique. En gros, vous écrivez un petit projet pour expliquer pourquoi vous voulez telle météorite, qu'est-ce que vous allez en faire, quel sera le devenir, est-ce qu'elle va être détruite par les analyses ou pas. Et à partir de là, généralement, vous recevez le petit morceau que vous avez demandé. Donc ça, c'est l'intérêt des météorites antarctiques, c'est qu'elles sont disponibles pour la communauté scientifique. Les météorites antarctiques, si je ne me trompe pas, vous les récoltez lors de campagnes de terrain menées en collaboration avec des collègues japonais, notamment. Alors, comment faites-vous la répartition? La moitié des météorites part au Japon, la moitié vient en Belgique Alors presque, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc évidemment, on ne décide pas de la taille des échantillons que l'on va collecter. Et donc les météorites qui font plus de 50 grammes, on les divise en deux. Parce que là, elles ont une taille suffisamment raisonnable pour dire, voilà, vous avez 25 grammes, vous avez 25 grammes, c'est raisonnable. On les scie, tout à fait, on les scie. Les météorites qui font
entre 5 et 50 grammes, là par contre, ça devient un peu compliqué. On se dit, si je la scie en deux, ça va vraiment devenir petit. Et donc là, on a eu une répartition nombre-pair, nombre-impair entre le Japon et la Belgique, mais avec des accords de coopération qui indiquent que si jamais la météorite que je veux étudier est celle justement au Japon, alors j'aurai un accès facilité pour la voir, et inversement pour le collège japonais. Les météorites en dessous de 5 grammes, ça devient très compliqué à étudier en fait. Donc là, il faut vraiment avoir des instruments plus complexes. Et donc là, jusqu'à présent, les météorites arrivaient d'abord au Japon et puis arrivaient en Belgique. Et donc pour les météorites de moins de 5 grammes, on a décidé qu'elles restaient au Japon, de nouveau sur cet accord de collaboration scientifique. Où sont conservées alors les météorites belges une fois que vous les avez étudiées? Où sont-elles stockées en fait? Donc elles sont à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, à Bruxelles, qui avait déjà une collection de météorites du désert. Et donc maintenant, voilà, on a agrandi cette collection avec à la fois des eaux chaudes et des eaux froides. D'accord. L'Institut royal des sciences naturelles, on le connaît bien, c'est entre autres le muséum des sciences naturelles, le musée des dinos, comme on dit, donc il y a aussi une chouette collection de météorites, et il y a aussi une galerie, en tous les cas une vitrine avec des météorites belges, celle-là, et là il y en a 5 ou 6, si je me trompe. Il y en a 5, oui. Il y en a 5. Donc c'est quoi une météorite belge? Alors, c'est bien qu'on discute du nombre, parce qu'il va y avoir une petite anecdote. Donc une météorite belge, c'est une météorite qui est tombée sur le territoire belge. Alors il faut savoir que soit on les voit tomber, ça peut arriver, soit on va les trouver un peu plus tard. Et donc par exemple, on a la météorite la plus récente de Tintigny qui est tombée en 1970. Tintigny en province de Luxembourg. En province de Luxembourg, et elle est tombée sur une grange, et le monsieur à l'époque était dans la grange, donc il l'a vu tomber en fait. Donc il n'a pas reçu sur la tête. Il n'a pas reçu sur la tête, mais presque. Alors, par exemple, on a Haute-Fagne, qui, elle, a été trouvée par hasard dans les Hautes-Fagnes. Donc, il faut savoir qu'une météorite prend toujours le nom de l'endroit où on l'a trouvée. Et alors, en termes de petite anecdote, la nature est parfois un peu facétieuse. Et donc, on a une météorite qui est passée par-dessus la Belgique, qui est tombée exactement à l'endroit où la France remonte et fait une espèce de petit lobe. Donc, elle s'appelle Hainaut, parce qu'elle est tombée dans la province de Hainaut. Mais apparemment, en rebondissant, elle a passé la frontière française et elle est tombée en France définitivement. Donc c'est une météorite franco-belge aussi, je crois. Alors c'est pour ça qu'on dit 5,5, on va dire. Et ces météorites-là, vous les étudiez aussi, ou est-ce qu'elles sont pas congelées, évidemment, quand on les découvre? Elles sont carbonisées ou elles ont été brûlées dans l'atmosphère, comme vous l'avez expliqué. Et puis il peut se passer des semaines, voire des mois, peut-être sans doute même des années avant qu'on tombe dessus, on l'identifie comme tel. Est-ce que c'est encore un intérêt scientifique d'étudier ces météorites-là? Alors oui et non, il y a toujours un intérêt, mais en effet, en fonction des questions scientifiques que l'on se pose, on a parfois intérêt à prendre une météorite fraîche, donc c'est-à-dire une météorite qui est tombée très récemment. L'autre problème aussi, c'est qu'on a parfois des météorites historiques dont on n'a pas forcément envie d'aller la couper, d'aller détruire en morceaux. Et donc, dans les musées, généralement, on essaye d'avoir cette balance entre préservation d'un patrimoine et expérimentation scientifique. Mais par exemple, Haute-Fagne est une météorite ordinaire, justement, et donc ça veut dire que peut-être que pour la question scientifique à laquelle je dois répondre, peut-être que je peux prendre d'autres chondrites ordinaires qui ne seront pas historiques, qui seront peut-être moins rares, etc. Donc on essaie un peu de jongler en fait entre ce côté historique et préservation pour les générations futures, le patrimoine, et les questions scientifiques. Et donc c'est vraiment très rare qu'on ne puisse pas substituer une météorite un peu rare par une autre qui est un petit peu moins rare. Ça arrive, hein, donc là aussi il faut le justifier et dire justement celle-là j'ai vraiment besoin de celle-là. Mais donc généralement, on jongle avec ces aspects de préservation du patrimoine et des sciences. Pour conclure, je voudrais attirer l'attention du public et rappeler que non seulement vous êtes géologue à l'ULB, vous vous intéressez aux météorites, mais vous avez aussi, ces dernières années, été membre d'un comité international qui allait devoir définir les endroits où un petit robot à la surface de Mars allait devoir creuser, prélever des échantillons qui ensuite seront ramenés sur Terre. Dans le même contexte, on sait que lors des missions Apollo
américaine vers la Lune. Quelques 400 kilos de sol lunaire ont été ramenés aux États-Unis, ont circulé au sein en partie de la communauté scientifique. Qu'est-ce que ces échantillons de planètes prélevées à la surface des planètes racontent de plus ou de moins par rapport aux météorites? Alors pour la Lune, c'est assez simple. C'est que la première météorite lunaire a été trouvée en 1985, donc bien après les missions Apollo. Donc les missions Apollo, c'était véritablement les premiers échantillons lunaires auxquels on avait accès. Pour Mars, c'est exactement l'inverse. On a déjà des météorites lunaires, des martiennes. Le problème, c'est que ce mécanisme d'éjection est assez violent. Et donc, ça veut dire que pour qu'une roche de Mars survive à cette éjection, elle doit être solide. Ça doit être une roche cohérente. Le problème, c'est que si je veux étudier, par exemple, la présence d'eau sur Mars, on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars, mais l'eau va avoir tendance à fragiliser les roches. Et donc, aujourd'hui, en fait, les roches martiennes qui survivent à leur éjection, il n'y en a aucune qui a vu de l'eau liquide circuler à travers. Et donc, on a un biais d'échantillonnage, c'est que seules les roches solides arrivent sur Terre. Grâce au robot, donc grâce au forage que l'on va faire, on va justement aller chercher ces roches qui sont plus fragiles, mais qui ont connu la présence d'eau liquide sur Mars il y a environ 3 milliards d'années. Donc beaucoup de nouvelles analyses et d'informations en perspective, ça devrait arriver quand ces échantillons martiens. C'est quoi le calendrier? Alors le calendrier, pour l'instant, le robot est en train de forer la surface de Mars. Et donc il le fera encore pour peut-être 1, 2 ou 3 années, ça c'est un petit peu difficile de se projeter. Ensuite, un deuxième robot va arriver sur Mars avec une capacité de décollage. Et donc ça c'est planifié pour 2031 environ. De là, la plateforme va décoller, sera capturée par un satellite qui reviendra sur Terre, et là, en orbite autour de Mars, qui lui reviendra vers la Terre, pondra un petit œuf comme ça vers la Terre avec les échantillons dans une capsule blindée, et là on compte d'environ 2033. Ensuite, les échantillons seront en quarantaine parce que on doit s'assurer qu'il n'y a pas de vie dedans. Alors, on serait très content d'en trouver, mais au cas où cette vie, Hollywood nous a montré de nombreux exemples de vie martienne pas très sympa, donc au cas où, les échantillons resteront en quarantaine, le temps d'être étudiés et d'être stérilisés pour être envoyés aux scientifiques du monde entier. Donc on parle alors là peut-être de 2035 environ. Vous êtes candidate pour analyser ces échantillons? Oui, alors heureusement, moi je suis suffisamment jeune pour ne pas être à la pension quand ils arriveront, mais c'est quelque chose en effet sur lequel il faut tenir compte, c'est que j'ai des collègues qui travaillent sur ce projet depuis 20 ans et qui seront à la pension en fait le jour où les échantillons arriveront. Donc ils liront vos articles scientifiques voilà. après les analyses. Mais donc oui, j'espère beaucoup, évidemment. Merci beaucoup, Vinciane, pour vos explications sur les météorites. Et nous allons faire circuler le micro maintenant s'il y a des questions du public. Merci. Merci.